dans ce contexte d'estimation des expositions, lorsqu'on fait un tour d'horizon de la littérature, on a quelques estimations qui sont disponibles. Alors, ces estimations, elles sont disponibles dans un premier temps par pathologie. Et là, j'ai pris l'exemple du cancer qui a été également cité en introduction. Donc là, c'est un graphique tiré d'une estimation du CIRC en 2018 qui visait à caractériser la part des facteurs de risque évitables responsables des cancers en France. Donc, travail collaboratif avec la plupart des agences de santé publique et des chercheurs en santé publique au niveau français, et qui montre que 41% des facteurs de risque évitables sont à l'origine de cancer. Donc évidemment, on retrouve des déterminants très connus comme le tabac et l'alcool, mais dans ce graphique, on retrouve dans une proportion certes moindre, mais qui existe, des expositions à des facteurs de risque environnementaux, comme les UV, en particulier le rayonnement solaire, comme certaines radiations ionisantes, et en particulier le radon, dont vous savez qu'il existe de manière naturelle dans les sols, mais aussi autour de la pollution de l'air, qui est un des déterminants qui arrive à l'avant-dernière place, et arsenic et benzène. Et là aussi, je crois que le président de l'Académie l'a dit, c'est un peu la partie, ces estimations, ce sont un peu les parties immergées de l'iceberg, et qu'un ensemble de questions, d'interrogations que l'on se pose aujourd'hui en matière de santé environnement sont noyées finalement et sont sous cette partie immergée de l'iceberg. Ça peut être par exemple la question des autres polluants atmosphériques que les polluants particulaires ou le NO2 pour lesquels nous avons effectivement ce puzzle qui est résolu. Ça peut être la question des perturbateurs endocriniens dont il est question aujourd'hui et de leur effet cocktail par exemple, ou des effets à faible dose. Ça peut être l'effet des expositions combinées, c'est-à-dire lorsqu'on a une substance chimique qui vient interagir avec d'autres événements type l'émission de radiation, et donc ça, ce sont des questions que se pose la population, mais finalement, nous sommes assez démunis pour répondre à cela. Ça peut être la question autour de clusters, et surtout que nous sommes dans un contexte également où les changements climatiques en cours doivent nous faire nous interroger sur des enjeux prospectifs, c'est-à-dire à quels risques serons-nous soumis, à quels risques qui aujourd'hui sont émergents serons-nous soumis dans quelques années du fait de ces changements climatiques. Donc, on voit bien estimer les impacts liés à l'environnement, notamment lorsqu'on parle d'exposomes ou de perturbateurs endocriniens ou de toute autre nuisance environnementale, peut s'avérer plutôt relever de la résolution d'un casse-tête chinois que d'un puzzle dans lequel les pièces finalement ont du mal à s'assembler les unes aux autres. D'un autre côté, nous avons également des systèmes de surveillance des expositions de la population qui montrent, et c'est le programme national de biosurveillance par exemple, mais on a aussi d'autres études en exposition externe et je pense que vous les avez abordées lors du premier débat. C'est par exemple le cas des études d'alimentation totale qui sont pilotées par l'ANSES, qui montrent que la population adulte ou la population enfant ou des populations vulnérables telles que celles des femmes enceintes, aujourd'hui en France, est majoritairement exposée à des substances qui ont potentiellement des effets perturbateurs endocriniens, mais qui ont aussi d'autres effets, comme des effets cancérigènes par exemple, et que ces enquêtes nous montrent donc les différents déterminants de l'exposition pour ces différentes populations, déterminants sur lesquels il serait possible d'agir pour réduire les expositions. Alors, de quoi s'agit-il? Le chlordécone est un insecticide organochloré qui a été employé aux Antilles françaises exclusivement de 1973 à 1993, donc une vingtaine d'années, pour lutter contre le charançon du bananier. Et ce produit était, comme vous le montre l'image à droite, épandu de façon manuelle sous forme de poudre aux alentours donc du tronc du bananier où se trouve le charançon noir. Alors, cette pollution des sols, donc permanente, est à l'origine de la contamination des eaux par un phénomène de percolation, d'abord les eaux terrestres et ensuite marines, et à partir de là, de l'ensemble de la chaîne trophique. Qui dit une chaîne trophique, bien entendu, va parler de ressources alimentaires, végétales et animales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, et cette consommation de denrées alimentaires entraîne à son tour la contamination des populations. Alors, concernant la dangerosité du chlordécone, et pour faire simple, il s'agit d'une substance qui est neurotoxique, qui est toxique pour la fonction de reproduction, y compris pour le développement,
et qui est cancérogène. D'ailleurs, en 1979, ça fait déjà un certain temps, le Centre international de la recherche sur le cancer l'avait considéré comme potentiellement cancérogène pour l'homme. Les études épidémiologiques qui ont été conduites à ce jour ont permis d'identifier une diversité donc de risques attribuables, mais je me centrerai sur les trois principaux, où on a pu observer que, tenant compte des niveaux d'exposition des populations antillaises, cette molécule est associée d'une part à une réduction de la durée de grossesse, entraînant de ce fait un excès de risque de naissance prématurée, à une augmentation de risque de survenue et de progression du cancer de la prostate, mais aussi à des moins bons scores de tests estimant le développement de nourrissons et jeunes enfants exposés pendant leur période de la vie prénatale. Pour qu'une substance puisse être formellement considérée comme perturbateur endocrinien, elle doit disposer de trois caractéristiques. D'abord, avoir des propriétés hormonales. Deuxièmement, entraîner des effets indésirables. Et finalement, qu'il y ait une relation entre les propriétés hormonales et les effets indésirables. En conclusion, ça sera ma dernière diapo, le chlordécone répond effectivement aux trois critères caractérisant un perturbateur endocrinien, des propriétés hormonales, des effets néfastes, mais aussi et surtout, pour être un perturbateur endocrinien, de la vraisemblance biologique s'agissant de l'implication d'un mode d'action hormonal dans la survenue des effets néfastes. Je commencerai par cette figure qui illustre la progression du diabète dans le monde avec son cortège de complications qui réduisent la qualité et l'espérance de vie et qui sont la source de dépenses considérables. Bien entendu, on s'est interrogé très tôt sur les facteurs responsables de cette épidémie. La génétique ne peut l'expliquer à elle seule, mais d'autres facteurs ont été bien mis en évidence avec deux principaux, les dérives alimentaires et la sédentarité. Et il y a eu une grande quantité d'études, cas témoins, qui ont paru dans la littérature et qui ont confirmé, plus ou moins, ça dépend des études, une liaison entre la présence de perturbateurs endocriniens dans le sang ou les urines et l'existence d'un diabète. Je vous en présente ici deux, le temps ne me permet pas de les exposer en détail, mais les conclusions sont celles que je viens de dire. Il est essentiel de faire des remarques critiques sur les études qui ont paru. Et ces études critiques appellent les remarques suivantes. Tout d'abord, la multiplicité des facteurs confondants qui sont extrêmement nombreux dans le diabète et qui ne sont pas toujours pris en compte dans toutes les études, en particulier les enquêtes alimentaires, et vous savez la part importante que prend la nutrition dans la genèse du diabète, et les antécédents familiaux qui ne sont pas toujours pris en compte, même très rarement dans des études dont j'ai parlé. Enfin, je voudrais insister sur une période à risque qu'est la grossesse. Il y a des données expérimentales confirmatives. Plusieurs études viennent confirmer qu'une exposition prénatale à des perturbateurs endocriniens entraîne chez la descendante obésité et troubles de la glycorégulation. Et effectivement, l'embryon est une cible privilégiée des perturbateurs endocriniens. Il est bien démontré que ces derniers traversent la barrière placentaire, entraînant des altérations de l'expression génomique sans modification de la structure nucléotidique, persistant après la naissance et susceptible d'affecter plusieurs générations. Cela est parfaitement étudié dans cette publication qui figure ici. Je pense que l'on peut dire que de multiples arguments expérimentaux conduisent à suspecter le rôle de plusieurs perturbateurs endocriniens dans l'épidémie de diabète et d'obésité. Les études humaines prospectives, les seules, je crois, qu'il faut prendre en considération, établissent un lien de corrélation solide entre les perturbateurs endocriniens et le risque d'obésité ou de diabète, avec une période critique, la vie embryonnaire. Mais de nouvelles recherches sont toutefois nécessaires et je dirais indispensables pour confirmer un rapport de causalité. Et enfin, de multiples difficultés institutionnelles et législatives tiennent aux incertitudes et contradictions des expertises scientifiques qui ne prennent pas toujours en compte l'effet cocktail et les fenêtres d'exposition et dépendent aussi des intérêts des industriels et ceux du monde agricole. Et je terminerai par cette conclusion sur deux points. Le principe de précaution.
doit conduire à limiter l'exposition des sujets à risque aux perturbateurs endocriniens avant et pendant la grossesse, chez les nourrissons et les adolescents, chez les sujets exposés professionnellement. Et deuxième conclusion, l'importance relative des perturbateurs endocriniens dans la pandémie de diabète par rapport aux facteurs de risque traditionnels très solidement établis mérite d'être approfondie pour leur prise en compte dans une politique mondiale de prévention. La grossesse et l'enfance sont des périodes de vulnérabilité particulière du fait du développement de l'enfant et du fœtus pendant ces périodes. Et on sait que plusieurs maladies chroniques ont certaines de leurs origines pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'on sait que ce qui va se passer pendant la grossesse ou la petite enfance pourra avoir des répercussions tout au long de la vie future. Et comme il a été mentionné précédemment, les femmes enceintes et les enfants sont exposés à de nombreux contaminants chimiques présents dans l'environnement et qui sont fréquemment détectés dans les fluides biologiques, que ce soit dans le sang, les urines ou les cheveux. Et les cohortes mère-enfant sont des outils indispensables pour s'intéresser au rôle des expositions pendant la grossesse et l'enfance et à leurs conséquences sur le développement et la santé de l'enfant. Et donc jusqu'à aujourd'hui, la cohorte Pélagie, elle a donné lieu à plusieurs résultats, en particulier en lien avec l'exposition aux pesticides et aux solvants. Et donc parmi les résultats majeurs, on peut citer notamment des travaux qui ont montré que l'exposition pendant la grossesse à l'atrazine ou le fait de résider à proximité de certaines cultures agricoles ont été associés à une diminution du poids de naissance, mais aussi du périmètre crânien des enfants. Donc, on a aussi d'autres études qui ont montré que l'exposition aux pesticides organophosphorés ou aux pyrétrinoïdes ont été associés à des performances plus faibles, à des tests d'intelligence ou des tests de QI qui ont été réalisés chez les enfants à 6 ans. Et l'exposition aux pyrétrinoïdes a aussi été associée à une augmentation du trouble du comportement à 6 ans. Et donc, il y a une méta-analyse qui inclut plus de 9000 couples mère-enfant, dont certains issus de la cohorte Pélagie, qui a montré donc que les enfants des femmes qui étaient les plus exposés au PCB avaient donné naissance à des enfants avec un poids de naissance qui était en moyenne avec une différence de 200 grammes par rapport aux enfants des femmes les moins exposées au PCB. Donc, il y a une revue de littérature récente qui a montré que parmi les différentes études qui se sont intéressées à cette question, donc la majeure partie d'entre elles rapportaient une diminution des performances neurocognitives, en particulier en lien avec l'exposition prénatale aux pesticides organophosphorés. Et alors, pour l'exposition au plomb, donc, il y a une méta-analyse qui inclut plusieurs cohortes mère-enfant, qui a estimé que l'exposition au plomb à des niveaux relativement faibles, donc entre 0 et 10 microgrammes par décilitre, était associée à une différence d'environ 4 points de QI chez les enfants. Et donc, si on reprend l'exemple du cas du mercure, donc il a été estimé en France que 1,6 cas de déficience intellectuelle sur 1000 était attribué à une exposition prénatale au mercure. De pollution de l'air, de quoi on parle un peu plus concrètement? Des polluants d'abord. Il y a les polluants primaires, hein, sont ceux qui sont émis directement par les sources de pollution et qui interagissent entre eux et que dans certaines conditions atmosphériques peuvent se produire des polluants secondaires. La pollution de l'air est un mélange extrêmement complexe avec des milliers de composants et ces composants sont soit émis par des sources naturelles, soit par des sources d'origine anthropique, qu'elles soient mobiles ou fixes. Ainsi, au niveau mondial,
aujourd'hui, avec les résultats d'une étude publiée dans le Lancet en octobre dernier, le Global Burden of Disease sur 87 facteurs de risque dans 204 pays entre 1990 et 2019 classe la pollution de l'air comme 4e facteur de risque de mortalité dans le monde après l'hypertension artérielle, le tabagisme et les risques nutritionnels. Le poids total à long terme de la pollution de l'air ambiant sur la mortalité a été évalué très récemment par mon agence, par notre équipe, entre 2016 et 2019, à près de 40 000 décès par an attribuables à une exposition des personnes de 30 ans et plus aux particules de PM2,5 et à près de 7 000 décès par an pour le NO2 parmi cette même population. De nombreuses études montrent que la pollution est à l'origine ou aggrave aussi bien des maladies respiratoires comme l'asthme, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, le cancer du poumon, que cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, arythmies, neurologiques, maladies de Parkinson, autisme, endocriniennes comme le diabète de type 2, et que l'exposition pendant la grossesse peut conduire, entre autres, à des faibles poids de naissance chez l'enfant. Et dans les cas les plus graves, la pollution de l'air peut réduire l'espérance de vie et, comme on l'a vu, conduire au décès. Les quelques messages que je partage avec vous, c'est que gérer les pics de pollution ne suffit pas, qu'il faut étudier et agir surtout sur la pollution de fond et les sources de pollution, qu'il ne faut pas oublier la pollution de l'air intérieur et qu'il faut développer des méthodes d'intégration de risques compétitives. On parle de l'exposome, mais c'est fondamental aujourd'hui, et qu'il faut agir sur l'ensemble des risques modifiables pour la prévention des maladies non transmissibles. Le DDT. Historiquement, Rachel Carson a été citée déjà. C'est une biologiste marine américaine. Et elle a fait un livre qui a lancé l'épidémiologie avec Silent Spring. Elle a observé que près des agriculteurs, les oiseaux ne chantaient plus. Et elle a suspecté le DDT. Ça a démarré l'écologie dans le monde entier et l'agence américaine de l'environnement qu'est l'EPA et ça a conduit à l'interdiction du DDT à cause des effets 72, à cause des effets, enfin l'interdiction, tout au moins la diminution d'utilisation du DDT à cause des effets évidents chez les animaux sur le cancer du sein. C'est donc le suivi de deux cohortes, une cohorte de 20 000 jeunes filles qui ont été suivies pendant une soixantaine d'années, et cette cohorte des jeunes filles a montré que ces jeunes filles développaient des cancers du sein dans les 50 ans, seulement si l'exposition avait eu lieu chez la petite fille très tôt, ou si le DDT était, il y avait deux facteurs, l'effet, l'action rapide chez les tout jeunes, et le deuxième facteur, c'est la concentration de DDT, c'est des fortes concentrations qui avaient plus de cancer du sein. Deuxième exemple, Distilbène, là j'irai assez vite, Distilbène a été un traitement pour éviter des avortements d'origine hormonale pendant quelques temps, assez longtemps, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les femmes traitées au Distilbène, il n'y avait rien, les femmes n'avaient rien, mais les petites filles, les filles d'abord avaient développé des cancers du vagin très rares, développaient aussi des cancers du sein, des cancers de l'utérus. C'est le fait qu'il y a eu un développement de cancer du vagin très rare qui a permis d'établir une relation de causalité entre le Distilbène et ce type de cancer. Petite fille développe
niveau le distilbène agit au niveau de la glande mammaire de la fille, au niveau des gonades de la petite fille. C'est-à-dire qu'il y a actuellement maintenant, même en France, les enfants, les filles du distilbène, les petites filles du distilbène, y compris les garçons, il y a des effets donc in utero sur ce composé qui est évidemment interdit chez les femmes enceintes, puisqu'il y a eu énormément d'études expérimentales. Donc voilà le bisphénol A, c'est les polymères, il est utilisé comme polymère. Le danger, c'est la libération du monomère, c'est-à-dire du bisphénol A. Donc, il faut éviter, ces polymères se trouvent dans des bouteilles plastiques, se trouvent à l'intérieur des boîtes de conserve, se trouvent dans les biberons plastiques qui ont été interdits, parce que quand on chauffe ou avec des pH extrêmes, on libère le monomère, qui est toxique. Il est également présent dans des amalgames dentaires et à d'autres endroits. Donc, tout n'est pas réglé. Le bisphénol A n'est pas toujours, il a été interdit, mais il existe encore dans les époxydes, il existe encore à l'intérieur des boîtes de conserve. Donc, c'est un problème qui reste présent, mais et pour lequel le risque est certainement minime chez l'adulte et peut-être préoccupant chez le jeune enfant, chez la femme enceinte. Donc, à l'issue de ce travail, la conclusion a été faite et Sébastien Denis de Santé publique France l'a déjà mentionné ce travail dans son introduction, que 40%, ou plus exactement 41% des cancers étaient attribuables à l'environnement et au mode de vie, avec un facteur majeur qui est le tabagisme, responsable de près de 20% des cancers, la consommation 8% des cancers, un groupe composé de alimentation, surpoids, obésité, activité physique, des facteurs souvent liés, donc ensemble responsables de près de 12% des cancers. Je vais focaliser plus précisément sur les expositions environnementales. 4 groupes de facteurs correspondant à des expositions environnementales ont été analysés dans ce travail. Les rayonnements UV, responsables de 3% des cancers, les radiations ionisantes dans 1,2% liées au radon, la pollution de l'air extérieur et les substances chimiques de l'environnement, respectivement responsables de 0,4% et de 0,1% des cancers. Des cancers qui peuvent être évités. C'est une question qui fait actuellement débat, qu'il faut qu'on se pose. Je souhaitais porter à votre connaissance un travail mené très similaire par les Canadiens qui ont fait différencier le nombre de cancers évitables par la prévention en fonction de différentes mesures mises en place, donc directement en lien avec la prévention. Ici, j'ai pris comme exemple l'alcool et donc en fonction des guidelines qui sont appliquées ou de l'effort qui est fait, comme la réduction d'un verre par jour de la consommation d'alcool, le nombre de cancers évitables peut être variable. Pour résumer les difficultés rencontrées, donc arsenic et benzène représentent finalement une part infime de l'ensemble des expositions environnementales et des substances classées dans le groupe 1 et 2A du CIRC, auquel la population française est potentiellement exposée. Par exemple, un certain nombre de classements des pesticides entrepris depuis par le CIRC n'étaient pas disponibles à l'époque. Par ailleurs, par manque de données d'exposition ou absence d'études épidémiologiques permettant de quantifier les risques en population générale, aucune autre substance a pu être prise en compte. Et puis, en conclusion, sur ce travail, une sous-estimation certaine de l'impact des substances chimiques de l'environnement sur les risques de cancer. On a donc 40% des cancers attribuables aux facteurs reconnus. On sait aussi que 10% des cancers
sont considérés comme étant héréditaires, mais il reste 50% pour lesquels les facteurs sont non précisément identifiés. Bien évidemment, le vieillissement et les hasards jouent un rôle, mais il est fort probable qu'on a une sous-estimation de l'impact des substances chimiques de l'environnement sur les risques de cancer. Si jamais vous regardez le graphe, on va s'apercevoir qu'en effet, la population française reconnaît que des facteurs comme le tabac sont des facteurs de risque de développer un cancer. Donc fumer du tabac ou s'exposer au soleil avec 95% de l'échantillon. D'autres facteurs sont identifiés par la population française comme avoir été exposés à des substances chimiques, 96% de l'échantillon, manger des aliments traités, 95% de l'échantillon, respirer de l'air pollué, 95% encore, et très très largement devant la consommation d'alcool qui elle n'est qu'à 84%. Ce que je voulais surtout montrer avec ce graphique-là, et pour faire le lien avec tout ce qui a été positionné aujourd'hui, c'est que finalement, quand on les met les uns à la suite des autres, c'est exactement ce qu'a dit Béatrice Ferbès, on voit que finalement, tabac et alcool sont des parts attribuables relativement importantes. En revanche, on voit que ces facteurs environnementaux, ils sont quand même, en termes de parts attribuables, un petit peu moins importants que ce que peut être alcool et tabac. Alors cette préoccupation, ces constats-là, en fait, ils sont assez intéressants parce qu'ils sont vraiment très très en décalage par rapport en fait à la préoccupation de la population française et in fine à la préoccupation des patients que les médecins rencontrent dans leur cabinet. Je vous dire très simplement que voilà, l'Institut national du cancer est très mobilisé sur ce champ-là à travers différents aspects. D'une part, analyser les perceptions de la population sur ces questionnements-là pour pouvoir les accompagner. D'autre part, développer la recherche scientifique pour savoir finalement qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ces facteurs de risque-là. C'est aussi le développement de la recherche interventionnelle, comment on va pouvoir faire de notre environnement, notamment l'environnement urbain, un environnement protecteur de santé. Je vous remercie de votre attention. Donc, Génération Future, très rapidement, on a une association agréée par le ministère de l'Environnement qui a maintenant à peu près un quart de siècle d'existence. On s'est créé en milieu rural, au départ sur la question justement des pesticides avec un ingénieur agronome, moi-même et quelques autres personnes. Et on étend nos activités aujourd'hui à la question de la sécurité environnementale dans le domaine des produits chimiques en général, au-delà de la question des seuls pesticides, avec les moyens d'action classiques d'une association, des enquêtes, des colloques, des actions en justice, des actions de plaidoyer, des actions pour améliorer le contexte réglementaire, etc. Et donc, on s'est intéressé aux travailleurs de l'agriculture, aux riverains des vignes dans une région viticole, et on s'est aperçu que si effectivement les travailleurs des vignes avaient de nombreux résidus dans les cheveux, quand on regardait les personnes qui étaient des non-professionnels en zone viticole, alors sur un tout petit effectif, mais ce n'était pas une visée de publication scientifique, on avait quand même beaucoup plus de résidus différents dans les cheveux des non-professionnels habitant à côté des vignes que chez les personnes habitant bien plus loin des vignes qu'elles. Donc un premier signal d'alerte pour nous. Pareil, en analysant des poussières, et donc on a lancé un appel pour recueillir des témoignages de personnes victimes des pesticides. Alors, victime des pesticides, c'est pour nous une définition très large. Si on est, par exemple, exposé à des pesticides employés à quelques mètres de sa maison qui vous obligent à fermer les fenêtres pour ne pas être exposé, à rentrer votre linge ou à renoncer à un repas à l'extérieur ou à renoncer à envoyer vos enfants jouer à l'extérieur, vous êtes déjà, de fait, quelque part, victime des pesticides puisque votre liberté à jouir de votre maison est limitée. Mais bien sûr, ça va au-delà de ça et vous avez de nombreux témoignages qui citent, au-delà de la simple exposition aux produits, déjà des signaux de pathologie éventuelle, disons plutôt immédiate, à effet immédiat, aigu, avec une interrogation sur des éventuels effets chroniques. On va aussi soutenir les agriculteurs. On l'a fait notamment avec une association d'agriculteurs qui s'appelle Phytovictime, qu'on a aidé à se constitué. Phytovictime, c'est un nom qui parle pour lui-même, hein, victime donc des pesticides, des phytos comme disent les agriculteurs. Donc on les a aidés à se constituer, à faire valoir aussi leur demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour un certain nombre de pathologies. Ça a été un succès pour les hémopathies malignes, me semble-t-il, et la maladie de Parkinson.
ce qui est un progrès. On est aussi amené à répondre à l'inquiétude d'un certain nombre de groupements de citoyens sur le terrain, quand par exemple vous avez, là c'était le cas d'une école dans le Bordelais, des pulvérisations des vignes qui viennent dans les cours d'école où vous avez une inquiétude forte des parents, et là il s'agit de les appuyer notamment en leur donnant l'information nécessaire, et c'est ce qu'on fait également à la direction de l'ensemble de la population française, en publiant ces plaquettes qui à la fois rappellent la législation, rappellent les connaissances scientifiques en mettant des liens vers les principaux travaux les plus solides en la matière, pour que ces riverains puissent agir de manière informée et efficace, à la fois au niveau je dirais, juridique et au niveau, en ayant aussi des bonnes connaissances au niveau scientifique et en ayant les bonnes références dont ils peuvent après ensuite prendre connaissance eux-mêmes. On a évidemment nous-mêmes une action juridique qui est forte, puisque une fois qu'on a recueilli les témoignages et conseillé les riverains, une des manières de pouvoir travailler à constituer un environnement protecteur, comme c'était cité dans l'intervention précédente, c'est d'agir sur la réglementation. Moi, je suis de mon métier pédiatre. Maintenant, je suis sénatrice, membre des affaires sociales. Et à la demande d'Alain Milon, une mission d'information sur les priorités et la gouvernance de la politique de santé environnementale a été mise en route. La Covid a retardé un petit peu la publication du rapport, mais le 24 mars, nous avons émis nos conclusions avec mon collègue Bernard Jomier. 7 Français sur 10 sont convaincus que l'environnement a un impact sur la santé. En Europe, d'après l'OMS, 12% des décès et 13% des pathologies sont liées à des expositions environnementales. Les relations entre viticulteurs et riverains sont vraiment à étayer, à aider, de manière à ce que, par exemple, lorsqu'on signe une charte, on puisse avoir un bon dialogue entre riverains et viticulteurs. Un des axes de notre rapport porterait également sur l'indispensable territorialisation des politiques de santé environnementale. Nous avons eu des auditions d'acteurs locaux, Nouvelle-Aquitaine, Strasbourg, Paris, et c'est vrai que souvent les initiatives se mettent en place sur une base volontariste. Donc, il y a beaucoup de projets qui arrivent des régions et qui montrent que une trop grande centralisation serait délétère. Localement, le PNSE se décline en plan régional de santé environnementale, et le peu de moyens et le peu de paroles données aux régions peut aller à l'encontre de l'intérêt de nos concitoyens. Nous aimerions vraiment qu'il y ait un délégué interministériel qui dépende du Premier ministre et qui soit plus axé sur la santé, parce que c'est vrai que les questions environnementales viennent souvent du ministère de l'Agriculture, finalement, où les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Or, je pense que dans le pays, ce qui est important, c'est qu'on puisse bénéficier d'une agriculture de qualité, qu'on ne soit pas contraint de faire venir, par exemple, des pseudo-poulets bio du Brésil qui font pousser les seins des petites filles, hein, ce qui est assez courant pour un pédiatre, et qu'on puisse, en ayant comment dire, un regard plus médical, plus de santé, qu'on ne soit plus à opposer les lobbies agricoles aux lobbies de la santé.